troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Salut à tous, salut à toutes, c'est Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Ouzbek Erika qui vous parle. Aujourd'hui, on vous propose un nouvel épisode un peu spécial de nos rencontres du troisième type. Vous le savez peut-être, Ouzbek Erika a eu la chance d'animer cette année plusieurs conférences dans le cadre du Salon du Livre, ou plutôt du Salon Livre Paris, puisqu'il faut l'appeler comme ça depuis 2016. Dimanche 17 mars, j'ai donc eu l'honneur d'animer une table ronde autour de la question suivante: le futur technologique est-il désirable ? Pour explorer cette question avec moi ce jour-là, Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne, auteur notamment du livre Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité. Alexei Greenbaum, qui est physicien et philosophe, chercheur au CEA, spécialiste des fondements de la mécanique quantique et auteur d'un petit livre passionnant qui s'appelle Les robots et le mal. Et enfin, Giorgio Griziotti, ingénieur informatique et programmeur italien, auteur du livre Neurocapitalisme, pouvoir numérique et multitude. Alors, faut-il projeter des valeurs éthiques sur nos machines ? Quels sont les biais des concepteurs et des utilisateurs de technologies et pourra-t-on vraiment entretenir un jour une relation apaisée avec nos machines, robots ou algorithmes ? Je vous laisse écouter les réflexions et les échanges de nos trois invités. Bonne écoute à toutes et à tous et à bientôt. L'année dernière aussi, 2018, qui est quand même restée comme une année où l'intelligence artificielle a envahi nos vies, envahit aussi l'espace médiatique et public, et les débats autour de l'IA ont été nombreux. Aussi où il y a eu un début de prise de conscience de l'impact des géants de la tech, de la Silicon Valley dans nos vies, avec notamment toutes les polémiques autour de l'usage des données personnelles qui ont rythmé un peu l'actualité de Facebook. Et on va voir aujourd'hui donc le rapport au bien et au mal de la technologie. Quels sont les biais des concepteurs et des utilisateurs de technologie ? La notion de biais est intéressante, elle est en train de monter aussi dans le débat. Quel rapport nos robots, nos technologies entretiennent-elles avec les notions de bien et de mal ? Comment entretenir une relation apaisée avec les nouvelles technologies qui nous entourent ? Est-ce que c'est possible, envisageable ? On va en parler avec donc nos trois invités. Je commence par Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne, chercheuse en apprentissage machine, modélisation des émotions et interaction homme-machine au laboratoire CNRS l'IMSI. Elle a publié il y a 2 ans chez Plomb Des robots et des hommes. Voilà, je fais la promo, j'ai même pas besoin de porter le livre Mythes, fantasmes et réalité. On est en plein dedans. Un livre dans lequel elle propose que nos futurs compagnons empathiques suivent des commandements éthiques. Et plus récemment, donc là, elle a collaboré à un ouvrage collectif qui s'appelle Intelligence artificielle, enquête sur ces technologies qui changent nos vies, chez Champ Flammarion, dans lequel elle consacre tout un chapitre à la question de notre cohabitation avec les robots sociaux. À mes côtés, Alexei Greenbaum, physicien et philosophe, chercheur au CEA à Saclay, spécialiste des fondements de la mécanique quantique. En plus de ses recherches mathématiques, il travaille sur les questions éthiques posées par les nouvelles technos. Il a publié à ce jour 2 ouvrages, un sur justement le quantique, mécanique des étreintes, intrications quantiques. C'était en 2014 aux éditions de l'Encre Marine. Et son nouveau livre, Les robots et le mal, qui est paru en janvier dernier aux éditions Desclés de Brouwer. Un livre dans lequel, en s'appuyant sur les travaux de chercheurs comme Simondon, comme Hans Jonas, comme Hannah Arendt, il revient sur la diffusion et l'impact des nouvelles technos dans nos vies et pose surtout la question de la responsabilité. Pour lui, il ne s'agit pas de savoir comment rendre l'intelligence artificielle bienveillante, mais de faire en sorte qu'elle ne se substitue pas à l'homme en tant qu'agent moral. On y reviendra. Et puis notre troisième invité, Giorgio Griziotti, qui est ingénieur en informatique, programmeur italien. L'un des premiers à être sorti, je crois, de l'université polytechnique de Milan. Il a vécu le 1968 italien, que d'aucuns disent qu'il a duré jusqu'en 1977. Donc il a cet héritage politique avec lui, marqué par la pensée de Toni Negri notamment et de Foucault. Il a publié en 2016 un essai qui s'appelle Neurocapitalisme, pouvoir numérique et multitude, qui a été traduit l'année dernière en français par les éditions CEF. C'est un livre en forme de grande fresque historique sur l'évolution du capitalisme et les nouveaux visages qu'il a pris avec le numérique, de la production des objets jusqu'à l'économie de l'attention, de la connaissance et des affects. Et il montre comment la numérisation gagne aujourd'hui les corps et même le code génétique de la vie,
On va y revenir. Tout ça nourrit évidemment les peurs plus ou moins légitimes. On va peut-être commencer par poser un peu le cadre du débat en parlant de... J'évoquais le raz-de-marée de l'IA, en tout cas dans les mots et dans les débats. Est-ce qu'il est aussi réel que ça dans la vie? Est-ce qu'on peut parler un peu de la place de ces technologies dans nos vies? Peut-être, Giorgio Grisiotti, pour commencer, vous rappelez dans votre livre que la technique a toujours évidemment influencé l'homme, mais qu'elle devient plus invasive que jamais, et qu'elle est plus seulement juste un outil ou un instrument d'interaction avec le monde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, j'ai toujours pensé qu'en réalité, la technologie et les techniques en général sont une médiation de l'homme avec la nature, le monde et la société. Donc, une construction sociale qui est parcourue par des contradictions, des bifurcations, de avant en arrière. Et moi, c'est ce que j'ai cherché à mettre en évidence, les changements, parce que, à mon avis, et c'est ce que j'ai vécu aussi, de mon expérience, autant technique que politique, les changements de la technologie dans les passages d'une société et d'une ère qui était celle industrielle, moi je dirais aussi un capitalisme industriel, à une économie, celle actuelle, qui est l'économie de la connaissance. Et dans ces passages, effectivement, la technologie, mais peut-être après on va y revenir, je ne vais pas tout développer maintenant, la technologie assume un rôle qui change profondément nos vies. Par exemple, dans ces passages, la partie plus importante, une des parties plus importantes, ça a été celle d'une économie qui était basée sur un temps de travail dans la vie, un temps de travail, et aujourd'hui, nous sommes dans un système que j'appelle capitalisme biocognitif, qui a tendance à exploiter la vie dans son ensemble. Et donc, les affects, les émotions, les changements de l'attention. Et il y a plus cette séparation qu'on avait avant. Voilà. Vous dites notamment que le temps dévore le territoire. C'est une nouvelle technologie. On pense évidemment au smartphone, qui est aussi un outil de travail en permanence. Le temps dévore le territoire, c'est une des révolutions de ce capitalisme. À mon avis, il y a cet aspect que j'appelle, en suivant quelque part Deleuze-Guattari, un aspect de asservissement machinique, c'est-à-dire que la technologie travaille aussi sur l'inconscient beaucoup. Et je crois que cet aspect qu'on vit par les temps et pas dans les temps, c'est dû aussi à cette présence continue de ces dispositifs que nous avons sur nous. Un dispositif mobile, et après j'introduirai un autre concept que celui du biohypermédia pour mieux expliquer cette partie-là. On garde ça pour plus tard. Laurence, on a aujourd'hui avec ces machines, notamment avec les robots sociaux dont vous parlez dans le nouveau livre, un rapport qui relève parfois de l'intime. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut développer de l'affection et aussi une peur évidente parfois pour nos machines? Bon, tout d'abord, ces machines, elles vont être omniprésentes, comme vous le disiez, dans la société. On commence à voir des Google Home, des Alexa Amazon dans les foyers qui enregistrent en continu, qui peuvent détecter des situations et réagir. On a eu des cas comme ça dans la presse. Mais c'est surtout qu'elles peuvent combler un vide. Donc moi, je travaille sur la modélisation des émotions dans les machines, ce qui veut dire 3 sortes de technologies: détecter les émotions des humains, faire des machines qui résonnent sur nos émotions pour nous manipuler, pour changer les stratégies de réponse, et puis générer des choses du type « je vous aime, vous êtes formidable ». Donc, si on n'est pas tellement prévenu de cette incidence que peut avoir ces machines omniprésentes, on peut très vite se retrouver dans un piège. Je l'ai vu plusieurs fois parce que on posait des questions, par exemple, assez simples, mais qui montraient cette projection et cet anthropomorphisme qu'on peut avoir sur les machines. Par exemple, un aspirateur qui se déplace chez une dame, c'est une question que vous m'avez posée, il s'arrête au milieu de mon salon, mais que pense-t-il? Donc il ne pense pas, et est-ce qu'il peut avoir des réactions imprévisibles qui vont nous laisser entendre que ces machines sont intelligentes? On est capable d'imiter les humains à travers des programmes, et c'est ça qu'on met dans les machines. Elles ne sont absolument pas réellement
dans une autonomie forte. Elles ont une autonomie d'un degré très limité, même dans les programmes les plus avancés. Mais il y a cette espèce de prisme qu'on va avoir en projetant sur ces machines quand on ne comprend pas. C'est pour ça que je parle de démystification. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut aussi que les concepteurs de ces machines n'abusent pas trop de ce genre de choses pour nous faire croire et nous faire acheter des nouveaux produits. Elles sont capables, ces systèmes ne sont pas encore très évolués, mais ils seront capables de percevoir des choses dont on n'est pas conscient. Effectivement. Et là, il y a un problème de manipulation forte avec le nudging. Moi, je suis en train de travailler sur ces aspects. Le nudge, c'est une manipulation douce, c'est-à-dire qu'on peut vous présenter les choses de façon à vous emmener dans une décision qui ne serait pas la vôtre. On a plusieurs exemples comme ça dans l'économie. Et si ces systèmes sont autour de nous capables de détecter nos émotions et de nous amener dans des situations où ils veulent nous vendre des choses ou nous faire choisir. Imaginez juste, par exemple, sur Internet, quand vous allez réserver un hôtel, maintenant, vous avez ces petites lignes rouges en dessous qui vous dit 50 autres personnes sont en train de regarder la même chose. Il n'en reste plus qu'un. Autant vous dire que là, il faut cliquer très vite. Donc, ça, c'est un exemple parce que c'est visuel, on le voit bien. Mais dans l'audio, dans l'interaction dialogique, on va pouvoir avoir ce genre de manipulation. Et donc, mon objectif, c'est non seulement de détecter les émotions, mais aussi de voir comment on pourrait prévenir ces manipulations, évaluer ces systèmes, mettre en garde les utilisateurs et faire que les concepteurs n'abusent pas trop de ça. D'autant plus que ces machines vont être douées d'apprentissage en nous regardant, en changeant leur modèle, ce qui peut amener à aussi des comportements non prévus qui vont nous emmener peut-être sur des manipulations. Donc c'est des vrais sujets qui m'alertent, moi, depuis un petit moment. Je suis sortie de mon laboratoire depuis longtemps. C'est pas nouveau pour moi tout ça, puisqu'en fait, je fais de l'IA depuis 30 ans, comme vous, l'apprentissage machine avec des réseaux de neurones depuis ma thèse, 92, et je travaille sur les affects dans les machines depuis les années 2000. Donc tout ça a l'air très nouveau. C'est le moment où il faut démystifier, en tout cas. Mais voilà, on nous dit, attendez, regardez, non mais c'est surtout qui va en tirer profit, pour quel produit économique, pour quelle manipulation, et c'est vraiment ça sur lequel je vais en posant des projets de société où il faut être pluridisciplinaire. Il faut des scientifiques et des ingénieurs capables de regarder ce qu'il y a dans la machine et travailler avec des sociologues, on travaille, ou des psychologues ou des philosophes, et on travaille beaucoup avec Alexei qui est à mes côtés, qui va intervenir dans la CERNA, qui est un comité d'éthique où on réfléchit sur ces relations entre les chatbots et la société, les retombées négatives, quel garde-fou mettre. Alors justement, Alexei, qui est avec nous, Alexei Greenbaum, dans votre livre, il y a pas mal d'histoires, d'anecdotes que vous rappelez, notamment une que je trouve intéressante pour parler de la non-intentionnalité des machines, du fait que le bien et le mal sont des valeurs qui ne sont pas robotiques, enfin qui en tout cas ne sont pas propres aux robots, qui peuvent être éventuellement inscrites. Certains comportements peuvent être orientés. Notamment deux anecdotes qui m'ont marqué, vous pouvez peut-être les rappeler. Celle du robot qui a fait de la délation et a donc révélé qu'un mari battait sa femme. Vous allez nous raconter ça. Et l'autre, qui est encore plus parlante, je trouve, c'est l'anecdote de l'application Strava, qui révélait la localisation de sites militaires secrets. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces histoires et qu'est-ce qu'elles nous disent de notre rapport aux machines ? Bonjour. Avant de vous rappeler ces anecdotes, j'ai envie de commencer par une image. Cette image, elle est à la fois très ancienne et très nouvelle. Imaginez Adam et Ève côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et entre leurs mains, dans le mythe, vous savez, Ève donne un fruit, une pomme à manger à Adam, sauf qu'aujourd'hui, on va remplacer la pomme par un produit de la société qui porte le même nom, si on traduit pomme en anglais, un iPhone par exemple. Alors, vous voyez, ce que font les technologies, vous en avez parlé, c'est introduire dans le monde des changements par ces nouveaux objets. Alors, quel sens de ces changements pour le bien et pour le mal, et c'est un peu le point de départ de mon livre. Il est inutile de penser, c'est même totalement illusoire de penser que les technologies nous feront uniquement du bien. Il y aura toutes sortes de conflits et c'est normal, c'est la même histoire pour l'automobile, pour le train. Alors avec ces technologies-là, effectivement, il y a
pas mal de conflits qui peuvent émerger. Par exemple, un système autonome, un pot de fleurs intelligent, Amazon Echo, qui peut appeler la police sans qu'on lui demande, vous enregistrer, révéler des données. Alors, j'ai une autre anecdote d'ailleurs qui n'est pas dans le livre parce qu'elle est plus récente. En novembre 2018, Google a supprimé de ces logiciels d'écriture automatique. Vous savez, ils ont des logiciels qui finissent pour vous vos phrases. Vous commencez la phrase et le logiciel vous propose de la terminer d'une telle manière. Alors, ils ont compris en novembre que les pronoms personnels il et elle ne sortaient pas toujours correctement. Et ils ont dit, oh là 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 là, quelle horreur, un problème de genre. Donc, on va supprimer simplement cette fonction d'utilisation des pronoms personnels. Alors, du coup, la machine parle comme nous. Elle parle notre langue en anglais ou en français, mais pas tout à fait comme nous, parce qu'elle ne dit jamais il ou elle. Vous voyez? Et donc, la machine, elle est proche, elle essaie de nous imiter, elle est proche de nous, mais il y a du non-humain, de l'inhumain dans la manière dont la machine traite le langage ou traite les images. Il y a toujours et c'est lié, bien sûr, au fait que la machine ne comprend pas et ne peut même pas comprendre. Cette question n'a pas de sens. La machine travaille avec de l'information abstraite formelle. Elle imite très, très, très bien, mais il y a toujours du non-humain, de l'inhumain. Alors, comment faire dans ces cas-là? Il y aura des conflits, il y aura des problèmes éthiques, il y aura des problèmes éthiques, et il y aura de l'alignement dans tout cela. Comment peut-on penser ces rapports éthiques entre les utilisateurs humains et les machines? Et ma réponse, ou en tout cas ma tentative de répondre à cette question, c'est de dire, écoutez, les machines, dans ces cas-là, ne sont pas comme les hommes. Ce sont des êtres, si vous voulez, mais des êtres fonctionnels. Les machines ne sont pas libres. Les machines nous imitent, mais les machines ont une finalité pour leur existence. Donc, ces êtres fonctionnels, est-ce qu'on sait quelque chose à propos de l'éthique des êtres fonctionnels? Est-ce qu'on a vu une chose pareille dans l'histoire du monde? Et moi, j'ai dit, oui, écoutez, finalement, oui. Ce sont, dans ce livre, c'est ce que j'essaie de faire. Ce sont les histoires, les récits à propos des anges et des démons, les êtres fonctionnels de la mythologie chrétienne, juive, grecque, etc., etc. Si on pouvait apprendre quelque chose sur les rapports entre un être fonctionnel et un individu libre, un homme, un utilisateur, transposer ces leçons, ces enseignements sur le cas des machines, peut-être qu'on pourra pas seulement poser des questions très très difficiles en éthique de l'intelligence artificielle, mais également commencer à apporter des premières réponses à ces questions-là. Alors on va évidemment parler du caractère sacré de la technique, c'était le point que je voulais aborder avec vous après. J'ai une question pour Laurence et pour Giorgio avant. Laurence, vous connaissez bien, vous avez beaucoup écrit et travaillé sur le sujet des robots humanoïdes. Je voulais qu'on en parle quand même un peu dans ce débat qui est quand même sur le désir et sur le rapport on pense tout de suite à ces robots très, très réalistes dans notre rapport à la technologie et relié au désir. Il y a une étude qui a été faite très récemment, on a consacré un article à ce sujet sur Uzbek Erika. Le cerveau humain activerait moins de zones de récompense sociale quand il interagit avec un robot que quand il discute avec un autre humain. Étude du 11 mars de chercheurs du CNRS de l'université d'Aix. Et l'un des chercheurs nous disait qu'on va sûrement, d'après lui, vers la fin des robots humanoïdes, en tout cas très 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 réalistes, sur l'argument à quoi bon créer en fait des êtres qui seraient hyper réalistes. D'après lui, on serait presque obligé de finir par inventer un mécanisme qui soit une petite lumière, soit une marque, un signe distinctif, qu'on serait obligé de leur coller sur le visage pour dire attention, ce sont des robots. Ils sont extrêmement réalistes, mais ce sont des robots. C'est vrai que c'est un argument, je crois que même Ishiguro, qui est un des grands roboticiens japonais spécialistes des humanoïdes, travaille maintenant finalement sur d'autres types de robots. Est-ce qu'on va vers la fin des robots humanoïdes? Est-ce que c'était un fantasme nourri d'imaginaire et qui en fait n'aura pas d'incarnation? Pour l'instant, on ne voit pas encore terminer ce genre d'études. Parce qu'il y a aussi un marché extrêmement juteux qui est celui des machines sexuelles. Ouais. D'accord ? Donc on continue à voir fleurir, et même de plus en plus, des objets imitant très bien l'humain ou le plus possible, qui ont en général une plastique, une enveloppe encore qui pourrait être très proche de l'humain, mais qui ont une intériorité très très faible. Donc on n'est pas encore sur la fin de cela, je ne crois pas, surtout dans le monde asiatique. Et par contre,
je suis d'accord avec vous. Et Ishiguro est intéressant dans ses dernières, effectivement, recherches. Je vais travailler avec lui sur les agents conversationnels. C'est qu'il cherche maintenant des fonctions les plus intéressantes à mettre dans ces machines et pas forcément les copier un humain. C'est-à-dire, il a fait une espèce de bébé qui est assez terrifiant d'ailleurs, une espèce de bébé robot pour que des femmes, par exemple, qui soient peu enclines à avoir une tendresse pour des enfants, s'entraînent avec cette chose. Ce qui, moi, me semble terrible. Mais et cette chose ne ressemble pas vraiment à un bébé. Elle a quelques fonctionnalités du bébé, on va dire, mais c'est très loin. Donc on peut imaginer quand même des bienfaits de ces machines autour de nous qui seraient un peu plus loin. Je pense que c'est très utile qu'on mette des garde-fous, c'est ce qu'on a dit dans la Cerna plusieurs fois, entre le vivant et l'artefact, qu'on ne soit pas bluffé par ce genre de machine. Les premiers à faire une loi intéressante, ce sont les Californiens qui viennent de sortir une loi disant que tout concepteur de ces machines doit mettre quelque chose dans la machine pour montrer qu'elle est un objet. Alors, après que physiquement on cherche à faire des choses qui se rapprochent de nous mais qui sont un peu vides parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue, bon voilà, c'est pour des applications particulières. J'ai toujours en tête un professeur coréen que j'avais rencontré qui travaillait sur des machines pour la DARPA, pour l'armée. Il faisait des machines qui couraient tellement vite, humanoïdes, qui couraient tellement vite qu'elles volaient presque. C'était extraordinaire à voir. Et j'avais fait ce voyage avec des chercheurs français, et des chercheurs français extrêmement bons en intelligence artificielle qui disaient « on veut travailler avec vous ». Et ce professeur coréen avait dit « jamais je ne mettrai d'intelligence dans cette machine, elle est beaucoup trop dangereuse ». Je crois que c'est à nous de réfléchir à comment justement on veut axer les choses et quelles fonctionnalités on met en avant. Et comme tu l'as très bien dit, nous sommes tellement loin de l'humanité dans ces machines. Même si tout à l'heure j'ai dit elles vont percevoir des choses dont nous ne sommes pas conscients, ce sera du calcul. Elles vont être elles seront une vue plus acérée que la nôtre, par exemple. Je prends toujours l'oreille humaine. On n'entend pas les infrasons, on n'entend pas les ultrasons. La machine peut les entendre. Donc, elle peut avoir des perceptions différentes de nous. Plus fine aussi, dans les IRM. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'on voit des tonnes de photos, mais aussi parce qu'elle n'a pas d'a priori, la machine. Nous, on a des tas de biais de représentation, biais de mémorisation, de perception, d'attention, de décision, qui nous font aller très vite vers une décision. On simplifie le problème, on a l'impression, on est dans une forêt, on voit quelque chose qui d'un seul coup nous fait peur, comme on a cette émotion de survie, on a du sang qui arrive dans les jambes, on s'en va, on se taille à toute vitesse, d'un seul coup on raisonne, qu'est-ce qu'on a vu? On revient, c'était une corde, c'est pas un serpent. Je crois qu'Alexei voulait réagir, et puis après, Giorgio, j'ai une question pour vous. Je suis l'homme des anecdotes, puisque je suis l'homme des anecdotes ce soir, Ishiguro vient de faire un robot humanoïde qui ressemble très 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 bien à un être humain, à la demande d'ailleurs d'un temple bouddhiste, pour qu'il serve de prêtre dans un temple. Et là, je crois qu'il a une leçon intéressante. Et là, on voit aussi le lien avec la pratique, pas seulement les temples bouddhistes au Japon, mais ce qui est derrière, c'est le rapport de l'homme à la transcendance. La transcendance, quelle transcendance? Un être qui est comme nous, mais qui n'est pas un être humain, qui est fabriqué par les hommes, fabriqué un homme. Les mythes des golems, par exemple, des différents golems, dans la civilisation occidentale, on toujours parlait de cette fabrication d'un être humain par l'homme lui-même. Et de l'autre côté, le rapport à la transcendance a aussi une traduction très pratique aujourd'hui, même sans parler de l'imitation de l'aspect humanoïde, donc de l'aspect humain. On peut se demander, et on se demande déjà, si ce rapport à la transcendance n'est pas important pour la jurisprudence. Alors, si on fait des machines qui proposent ou voire qui émettent des verdicts, des jugements à la place des juges humains, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Certains vont dire « Oh non, quelle horreur, surtout pas ». Et je suis assez d'accord avec ce genre-là. Mais d'autres vont dire « Ah non, mais justement, un jugement transcendant, un jugement émis par une puissance qui n'est pas humaine et peut-être même recherchée, et peut-être plus efficace ». Et donc, explorer le rapport entre l'homme, l'utilisateur, et la transcendance, la dimension transcendante, ne relève pas seulement de la religion, des temples bouddhistes, mais aussi des questions pratiques, par exemple, de l'utilisation de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle, dans le domaine juridique. Ouais. Giorgio Griziotti, sur ce point et sur
sur ce que vous appelez un peu la théorie de la sacralité de la technique, justement, parce qu'on arrive dans le moment transcendant de ce débat. Est-ce qu'on peut remettre un peu de focal historique sur notre rapport sacré à la technique ? Je devrais dire d'abord, oui, pour intervenir juste un moment sur les débats. Je ne suis pas un expert des robots. J'ai un ami qui a écrit ce livre qui s'appelle En attendant les robots, mais qui met en évidence... Antonio Casilli. Casilli, qui met beaucoup en évidence l'effet que souvent on parle d'intelligence artificielle, mais derrière... c'est un peu comme Amazon Mechanical Turk. Derrière, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de petits travailleurs dans le monde à travers Internet qui cliquent sur les reconnaissances des images, des formes, etc. Donc, il faut faire un peu la part des choses et je n'étant pas un expert des robots, moi je crains qu'ils deviennent eux aussi, comme d'autres technologies aujourd'hui, des dispositifs biopolitique, comme disait Foucault, hein. Donc des dispositifs qui sont censés être utilisés, la biopolitique c'était ça, de régler notre vie biologique. Hein. C'est la naissance de la biopolitique. Je crois qu'il a trouvé un très fort essor avec, par exemple, la téléphonie mobile. Aujourd'hui, on a presque plus d'un abonnement de téléphonie mobile par humain. Il y en a 7,4 milliards. Mais je vais revenir au sacré parce que j'ai écrit effectivement un petit chapitre là-dessus. Je me suis basé sur Simondon. Donc, en deux mots, sans entrer dans trop de profondeur, j'espère, Simondon, il dit finalement, sa théorie, c'était que avant l'histoire qu'on connaît nous aujourd'hui, vous savez, on connaît que probablement les 0,01%, les scientifiques ici vont me corriger, de l'histoire humaine. Tout le reste, on ne les connaît pas et Simondon, il a définissé comme la période magique. À la fin de la période magique, la civilisation que nous connaissons encore aujourd'hui naît avec, je dirais, un binôme. D'un côté, la religion et de l'autre côté, la technique. Parce qu'avant, la période magique était contresignée, il était caractérisé par des lieux et des moments magiques qui encore existent quelque part. C'est les vacances, c'est des lieux spéciaux, etc. Mais qui ont été substitués par les objets techniques. Voilà. Et donc, ils ont perdu les moments magiques. Les lieux magiques, c'était des lieux, des moments dans lesquels il y avait une union de l'humain avec la nature. Et tout ça, avec les objets technologiques, ça s'est perdu, cette union. Parce qu'on peut reproduire ce qu'on faisait avec un appareil, avec une technique. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que finalement, avec ce qui est arrivé aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, des réseaux, je dirais, cet lien était en train de se reconstituer. Cet lien avec la technique, c'est-à-dire qu'on peut communiquer à distance, on a toutes les potentialités du réseau aujourd'hui, et quelque part, ça donne, d'un point de vue de la transcendance, à des phénomènes sur lesquels il faudrait approfondir. Il faut savoir quand même que le chef de la recherche de Google X, me semble qu'il s'appelle Ray Kurzweil, c'est un des porteurs de cette théorie transhumaniste. Facebook, merci. Je n'ai pas le chef. De cette théorie transhumaniste qui veut nous faire croire qu'on peut devenir immortel quelque part grâce à la technologie. Et là, je crois que d'abord, ça regarderait, pas immortalité, mais disons, ça regarde qu'une petite partie de l'humanité. Donc, peut-être nous sommes en train d'entrer dans une période dans laquelle on aura à nouveau, comme dans la Grèce ancienne, des demi-dieux. Je sais pas, mais c'est quelque chose de très douteux à mon avis.
Alors, on reparlera peut-être du transhumanisme tout à l'heure. Je crois que Laurence voulait réagir sur un point. Oui, j'ai trouvé intéressant l'idée du dispositif biopolitique dont vous parliez. Et on voit arriver, par exemple, en politique, des choses qui me surprennent. Moi, à l'ONU, on a vu s'exprimer un robot qui s'appelait Sophia, qui est une machine vide. Qui a la nationalité saoudienne. Qui maintenant, en plus, est citoyenne d'Arabie Saoudite pour savoir qu'elle n'a pas de voile non plus et elle n'a pas eu de problème pour avoir sa nationalité, comme c'est pas le cas pour beaucoup d'émigrés là-bas. Donc, je suis atterrée par la non prise en compte de ces problèmes par nos gouvernants. Même si je travaille le plus possible pour pousser ces sujets comme étant des sujets extrêmement importants, la gouvernance de ces machines, c'est quand même les GAFA qui sont les premiers aux manettes en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on va trouver, comme vous l'avez très bien dit, des visions, disons, qui sont pas forcément des visions très démocratiques de ce que serait l'avenir. Moi, j'ai tendance à penser que les transhumanistes sont une partie infime, mais c'est vrai qu'on les retrouve quand même beaucoup dans ces sujets, et j'ai été aussi très surprise de voir que nos grands chercheurs, comme les chercheurs qui travaillent sur la conscience au Collège de France, des chercheurs comme Yann Lequin, que je connais bien sur l'intelligence artificielle, avançaient quand même, qui travaille chez Facebook, qui était responsable du laboratoire Facebook à Paris, avançait sans beaucoup de prudence sur ces idées que demain, les machines seraient émotionnelles. Et que l'émotion, c'est qu'une partie de la cognition. Que tout cela sera résolu par du machinique. Et j'avoue que le dernier livre que j'ai lu, qu'ils ont été coécrits, m'a légèrement surprise. Lorsqu'on est chercheur, on a cette première façon de prendre les choses, qui est d'essayer d'avoir une méthode, d'évaluer, et toujours de douter. Douter des hypothèses que l'on a mis, douter de ce que pourrait être demain. L'anticipation, c'est ce qu'il faut faire, mais lorsqu'on émet ce genre de choses, on fait très attention. Et en tout cas, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, personne au monde ne puisse prévoir, avec des termes comme ceux de Ray Kurzweil, en 2037, les machines seront émotionnelles et auront des émotions et auront de l'humour. Ce sont les 3 sujets de mes recherches depuis une vingtaine d'années, et je connais bien l'état de l'art, on n'est pas prêt d'aboutir à cela. Pourquoi ces gens se permettent ce genre de volonté? Je pense que ce sont des prises de pouvoir. Alexei Greenbaum. Pour revenir au sacré, je crois qu'on doit une explication à notre public. On a injecté beaucoup de mots, Simondon, pas Simondon, etc. J'essaie de dire en quelques mots pourquoi nous sommes en train de parler de magie, transcendance, sacré, obscur. Alors, un objet comme cela, pour un utilisateur que je suis, pour vous tous, vous avez des objets de ce type-là. Alors, l'utilisateur accède aux interfaces, ou à l'interface, là, l'écran tactile, ou un clavier, ou un autre type d'interface. Et donc, l'utilisateur n'a pas de connaissance de ce qui se passe derrière l'interface. Alors là, il a le calcul, il a les états de mémoire dans ce système-là. Il y a plein de choses que le programmeur peut connaître plus ou moins bien, parfois pas très bien d'ailleurs. Mais l'utilisateur se trouve derrière cette frontière d'opacité. La frontière de l'opacité est fondamentale. Il ne va pas au-delà de l'interface. Alors derrière, il y a, on peut dire une sorte de boîte noire, mais cette boîte noire, elle est autonome. Elle calcule, bien sûr, mais elle prend aussi des décisions, elle fait des actions. Et donc, il y a ce rapport au secret, à l'obscurité, à l'opacité. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut, ou que j'essaie en tout cas, de construire un parallèle avec les grands mots de l'histoire humaine, de la philosophie, la magie, la transcendance, etc. C'est exactement cette frontière de l'opacité qui est fondamentale et qui nous permet en fait d'insérer ces objets et les questions éthiques autour de ces objets dans la continuité de l'histoire humaine. Ce que les transhumanistes ne souhaitent pas faire. Ils souhaitent une rupture, ils souhaitent une singularité. Moi, au contraire, je pense que oui, il est tout à fait possible d'introduire des technologies, même tout à fait nouvelles et radicales, à condition de rester dans la continuité de l'histoire humaine. On va y venir sur les propositions pour un petit peu reprendre le contrôle, mais sur ce point,
Pour aller un peu plus loin sur le secret, vous évoquez notamment la figure du diable. On dit souvent on diabolise la technologie. Et je vous cite, vous dites le diable recèle sa propre source de la parole et dans les textes cache l'origine de l'information. De là naît tout le mensonge, puisque le diable est le père du mensonge, décrit tel quel. Donc la diabolisation a bien le choix de ce mot-là a bien une légitimité. Laurence, dans le texte que vous écrivez, enfin plutôt l'interview à laquelle vous répondez dans le nouveau livre, vous dites on a trop souvent un rapport soit d'extrême peur, d'extrême technocritique, voire technophobie face à la technologie, soit l'extrême inverse, technobéatitude, on fonce, on y va, tout va bien se passer. Est-ce que, comme vous travaillez depuis longtemps sur ce sujet, comment expliquer qu'on ait souvent ces deux discours un peu caricaturaux et c'est quoi? C'est la complexité du sujet? C'est l'opacité dont on parlait? C'est qu'on n'est pas capable d'appréhender la complexité d'une question comme celle de l'intelligence artificielle qui fait qu'on est obligé d'avoir un discours Alors, c'est effectivement lié à cette barrière d'opacité, mais il ne faut pas non plus transformer ces objets en des choses magiques, parce que elles ne sont certainement pas magiques. Ce qu'on peut avoir comme perception du magique est d'ailleurs très faux. Vous connaissez les mentalistes, par exemple, ces magiciens qui vous montrent des choses. Eh bien, c'est étonnant de voir à quel point leurs trucs sont basés sur des problèmes de perception de l'humain. On perçoit pas bien quelque chose. J'ai vu un truc tout à fait étonnant. On demandait à des gens de dessiner une figure simple. Et les deux personnes avaient dessiné un soleil. Or, la personne avait montré soleil à l'envers. On l'avait pas vu sous forme de numéro. Le subconscient a sûrement vu ce soleil. Et c'était une des raisons pour lesquelles on retrouvait cette figure dessinée. Donc, ce que je vous disais, on a eu cette croyance pendant très longtemps, comme quoi notre cerveau, on n'utilisait pas toutes les capacités du cerveau. Or, on sait maintenant en neurosciences que c'est faux. On utilise les capacités totales de son cerveau, sauf qu'on est conscient d'une très faible partie de ce qui se passe. Donc, le cerveau emmagasine des choses qu'on ne voit pas, et nous sommes des animaux qui sont perfectibles de grande manière et très agiles à s'adapter, très agiles à trouver des solutions. On est là, donc pour ça, d'une intelligence extrême, pour la survie. On a bâti ça pendant des milliers d'années, et les machines sont fondamentalement différentes. Elles n'ont pas cette partie on pourrait juger qu'on est machiavélique, nous, parce qu'on arrive à trouver des solutions sans avoir compris complètement le problème même. Notre intuition, elle est géniale. On est capable de faire des choses qu'une machine ne saura pas faire, parce que de toute façon, elle se base toujours sur des données qui existaient pour prévoir et anticiper la suite. Donc, si vous voulez, les génies qui ont été dans notre société, à bien des égards, de grands physiciens, de grands politiques, se sont jamais servis de ce qui existait pour trouver des trucs nouveaux. Ils ont fait des pas de côté, ils en ont fait des milliards. La machine ne sait absolument pas faire ça. Alors que derrière, ce soit magique, non. Il y a des raisons. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est qu'on progresse sur la compréhension de ce que nous sommes, nous, humains. On peut aller bien plus loin que l'on ne naît maintenant par cette compréhension, beaucoup plus dans l'interaction avec les autres, beaucoup plus dans la compréhension de la souffrance, de l'apprentissage pour nos enfants, etc. Donc pour moi, il y a un fort pouvoir pour nous, pour la société, à comprendre ces machines. Alors, à les diaboliser, j'ai peur qu'on soit dans l'extrême. Évidemment, se trouver au centre, c'est plus difficile. Moi, je pousse les gens à dire, il y a des bénéfices et des risques, soyons toujours en train de regarder cela. Et quand vous concevez ces systèmes, regardez cela aussi. L'éthique, c'est pas des choses comme ça dans le marbre. D'abord, c'est dynamique, ça va évoluer avec le système. Il faut prendre des garde-fous différents si j'améliore mon système. Donc, il faut être sans arrêt sur cet équilibre de défiance et de confiance. Et il faut pousser les gens à faire des machines dont on pourrait avoir confiance. C'est cela qui va nous apporter demain cette facilité de créativité. Et c'est pas pour moi le faire peur. Donc, je trouve malheureusement dans la société ces deux extrêmes. Soit on a peur et on se bloque et donc le cerveau réfléchit plus parce que là on est en zone rouge. Et Dieu dans tout ça et toutes ces transcendances vont peut-être pas nous amener à mieux comprendre facilement. Donc j'ai un petit bémol moi sur la diabolisation des machines.
je préfère rester rationnel. Et de l'autre côté, il ne faut pas être béatement avaler tout ce qu'on nous raconte. Et on vous en sort des salades par marketing de tous ces objets. C'est absolument monstrueux. Mais nos téléviseurs sont opaques aussi. Pourtant, on les utilise. On ne pense pas que d'un seul coup, il y a des petits bonhommes qui vont sortir de ce truc-là. Donc, quand vous êtes en train de travailler, de téléphoner ou d'utiliser Siri, c'est un peu magique, vos données vont quelque part, il faut vérifier tout ça, mais il ne se passe pas dans le truc des choses extrêmement formidables. C'est votre perception qui va engendrer autour de ces objets une vie aussi, des intentions, un imaginaire. Et l'imaginaire, ça nous fait vivre aussi. Donc il ne faut pas non plus se couper de ça. On a abordé la question donc, tout à l'heure du transhumanisme, là celle des gens qui sont aussi les concepteurs et qui sont derrière les machines. Alexei pourra réagir tout à l'heure, mais je voulais poser la question des biais et poser la question à Giorgio Griziotti des biais de ces machines. Dans quelle mesure ces machines, elles sont représentatives des gens qui les conçoivent, tout simplement? Voilà, je voulais venir justement à ça. Je crois qu'il faut refocaliser les choses à un moment. L'inventeur du web, parce qu'il y a les 30 ans maintenant, 30 ans du web, Tim Berners-Lee, il est très inquiet de l'avenir du web et d'Internet. Pourquoi il est très inquiet? À mon sentiment, les problèmes, l'opacité, la plus grosse opacité aujourd'hui, il vient, et il faut le dire clairement, des géants d'Internet. Il y a quelque chose qui a complètement changé sur Internet. Moi, j'ai vécu toute la première partie et c'était un grand espoir je dirais, des connaissances, des communications. Et aujourd'hui, nous sommes gérés en grande partie par l'opacité des algorithmes de Facebook. Personne n'y a aucune connaissance de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que Zuckerberg, il peut se permettre à se poser à faire des excuses comme gouverneur de l'information mondiale. Je crois que là, c'est le point central qu'il faut aujourd'hui regarder. Si l'éthique, nous la laissons en main aux géants, à ces méga-machines du capitalisme actuel, qui sont souvent plus puissants que les gouvernements politiques des États, parce qu'ils sont globaux. Et je crois que face à cette situation globale, il faut une réaction globale. Et c'est un peu, je ferai les parallèles à ce niveau-là, c'est un peu ce qui se passe avec les problématiques du climat. C'est un problème global et je crois qu'à ce niveau-là, ce qui nous donne quelque part un espoir qui est indépendamment du groupe de Facebook. Finalement, les lycéens, les jeunes sont en train de prendre conscience qu'ils sont la dernière génération devant ce qui est en train d'arriver. Je termine, je voulais faire une citation qui n'est pas à moi, mais d'une écrivaine américaine qui vient de sortir un livre qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance, qui n'est pas encore en français, mais je le lis parce qu'à mon avis, il résume bien et très rapidement. Tout comme la civilisation industrielle s'est affirmée aux dépenses de la nature et menace maintenant de nous coûter la terre, la civilisation de l'information dessinée par le capitalisme de surveillance et sa puissance instrumentale va prospérer au coût de la nature humaine et menacer de nous coûter notre humanité. Je crois que ça résume la situation. C'est Shoshana Zuboff, non? Shoshana Zuboff. Oui, Shoshana Zuboff, L'âge du capitalisme de surveillance. Alexei, on parle de reprendre en main reprendre un peu le contrôle dans cette dernière partie. Il y a une proposition assez originale dans votre livre. Vous dites la solution pour que les concepteurs d'algorithmes se montrent responsables, la solution est mathématique. Il faut introduire du hasard dans l'algorithme. Un hasard à deux niveaux, un hasard qui serait à la fois en partie perçu par l'utilisateur quand un conflit implique l'utilisateur, mais qui serait inscrit au niveau plus fondamental de la programmation. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cette idée d'introduire du hasard dans l'algorithme? Alors, l'argument est un peu plus long que ça. Nous avons commencé cette rencontre par dire qu'il y a des situations de conflit dans lesquelles est impliqué l'utilisateur d'un système.
Alors ces conflits, ça peut être une voiture autonome qui a provoqué un accident, ça peut être un agent conversationnel qui a injurié un utilisateur, ça peut être un robot qui a un peu tourné le bras, voire cassé le bras d'une personne en interaction avec elle. Tous ces conflits, quelle que soit la nature. Et là, on peut multiplier les anecdotes. La question n'est pas de savoir comment on évite ces conflits. Bien sûr que l'ingénieur va tout faire pour éviter ces conflits. Bien sûr qu'il n'y parviendra pas. Bien sûr qu'il y en aura quand même. La question, c'est, dans ces situations de conflit, comment faire en sorte que la voiture autonome ne soit pas conduite à la déchetterie, que les agents conversationnels ne soient pas arrêtés, qu'on puisse continuer à utiliser ces systèmes. Pour cela, il faut que ces systèmes ne soient pas condamnés en tant qu'agents moraux, parce qu'ils n'ont pas à porter sur eux, sur ces systèmes-là, une responsabilité. L'éthique est une affaire humaine et pas une affaire des systèmes. Alors, comment peut-on faire cela? Comment peut-on soustraire les systèmes autonomes au champ du jugement moral? Alors, le jugement, lui, va tomber, mais il doit être partagé entre les hommes et pas avec les systèmes. La voiture autonome n'est pas une personne responsable de quoi que ce soit. Et dans ces situations de conflit détectées par les systèmes, ce qui est déjà un grand problème, Laurence adore discuter de ce problème, comment un système peut-il détecter un conflit? C'est déjà une grande question. Mais dans le cas où le système détecte un conflit dans lequel l'utilisateur donc est impliqué, comme je viens de le dire, le système tire au sort, au système, par exemple, une voiture autonome qui a plusieurs trajectoires, donc choisie au hasard. Par exemple, un agent conversationnel de Google qui ne sait pas s'il faut dire elle ou il. Au lieu de ne plus jamais utiliser les pronoms personnels, il va tirer au hasard. Et c'est ça la solution qui permet de soustraire la machine elle-même au champ du jugement éthique. Donc la fonction du hasard, dans les situations de conflit avérées détectées, justement permet de ne pas faire du système autonome un agent moral. Est-ce que ça revient en quelque sorte à l'humaniser un peu, à humaniser la machine? Surtout pas. La machine est un être fonctionnel qui n'est pas du tout libre comme les hommes. Et donc ça permet à ces êtres fonctionnels de ne pas se mêler de l'histoire de la morale humaine. Donc on laisse l'éthique aux hommes. Et c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que justement, on vient de dire, la machine imite même très bien. Elle peut imiter les émotions. Elle ne devient pas émotionnelle, mais elle peut imiter les émotions, elle peut imiter la parole, elle peut imiter tant de choses que les hommes savent faire. Et donc, on a spontanément envie de penser que oui, cette machine, elle est comme nous. On projette sur la machine des capacités qui ne s'y trouvent pas. On peut tomber amoureux d'une machine. Pourquoi? Tout en sachant que c'est une machine. Hein. Pourquoi? Parce que là, je pense, Laurence, que nous ne sommes pas d'accord. Ce qui compte, ce n'est pas le statut ontologique. Un utilisateur peut très bien savoir qu'il s'agit de la machine. Il le sait, mais le statut qui compte est le statut relationnel. Notre rapport à la machine, c'est là qu'on tombe amoureux, c'est là qu'on crée un contact émotionnel. Voilà. Et donc, si c'est ce statut relationnel qui est au cœur du rapport de l'utilisateur à la machine, alors comment, de ce rapport relationnel, tout en sachant que c'est de la machine, peut-on quand même soustraire la partie éthique? Et c'est toute la difficulté, et c'est une solution que je me suis permis de proposer dans ce livre. Alors, Laurence voulait réagir. Oui, juste sur le point là de tomber amoureux d'une machine, il y a même au Japon en fait une catégorie de personnes qui ne veut pas vivre dans la société et qui préfèrent avoir des machines. Mais ils veulent pas des machines sophistiquées, ils veulent inventer l'histoire de cette machine, la faire naître, faire que la machine quelque part soit un miroir d'eux-mêmes ou un objet transitionnel. Je ne sais pas comment en psychologie on pourrait annoncer quel est le statut de cette chose, cet être numérique, mais en tout cas c'est tout sauf l'humaniser, et c'est se l'approprier et c'est fantasmer dessus et projeter dessus. Je voudrais revenir sur une chose quand même qui me semble essentielle, parce que on parle toujours de comparer l'humain à la machine. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne comparaison.
L'humain fait des choses très très différentes, effectivement. Il a un corps, il ressent. Toutes ces facultés qu'on a d'adaptation rapide, d'intuition, on le doit beaucoup à des sens très chimiques, en fait. On a du plaisir ou du déplaisir à faire des choses, et ça, ces émotions biologiques vont nous emmener dans certains terrains. On a des circuits courts. Il faut relire Kahneman, Damasio, qui est un neuroscientifique qui met au centre du potentiel de raisonnement des humains ses capacités émotionnelles. Donc, la machine n'a pas tout ça. Elle est extrêmement différente. Elle n'a pas d'intuition. Or, c'est ces intuitions qui nous font peut-être agir pas parfaitement. Mais les intuitions de la machine, et là peut-être que mon collègue sera d'accord, ce serait par exemple le hasard. Alors, peut-être juste une réaction d'Alexia, et après, on va garder quand même 5 minutes pour que vous puissiez poser des questions à nos invités. Vous me permettez de compliquer encore un tout petit peu? Alors, la chose... effectivement, la machine n'a pas la compréhension, n'a pas les vraies émotions, n'a pas de la chimie dedans, d'accord. Elle a que du calcul, elle calcule. Mais elle peut imiter et très très bien imiter. Alors, les émotions qui ne sont que des illusions d'émotions, est-ce qu'il est important de savoir si elles sont vraies ou pas vraies? Est-ce qu'il est important de savoir si un petit texte que la machine vous propose, c'est un texte qui explique ou qui fait semblant d'expliquer? En situation de conflit, ce sera important. Mais ces situations ne seront pas très fréquentes. Parce que la machine peut très bien vous faire croire que oui, cette petite explication, ce petit texte, ça explique son comportement. La machine peut vous faire croire que oui, elle a de la joie, elle ressent de la peur. Et cette illusion, pour toute fin utile, va suffire seulement en situation de conflit. Et c'est là le problème. On va finalement se dire, ah bah non, c'était que des illusions. Et donc, comment faire dans ce cas-là? Donc je suis tout à fait d'accord sur ce point-là, mais je pense quand même qu'on a, en toute conscience, nous chercheurs, et j'espère les politiques pourraient s'en mêler aussi, à dire qu'on ne doit pas imiter en toutes circonstances. Moi, je fais des machines qui parlent à des personnes âgées dans des EHPAD. Les machines ne se présentent pas comme étant des êtres humains. Ce sont des machines qui ont des fonctionnalités, effectivement, et qui se présentent avec certains buts et qui répètent sans arrêt qu'elles sont des machines. Qu'après, on tombe amoureuse de cette machine et qu'on fasse des histoires, un imaginaire avec cette machine, mais nous sommes libres de faire ça. Ça me rappelle les films Her, dans lesquels les protagonistes tombent amoureux d'une voix. D'un operating system. D'un operating system. Mais bon, il faut le voir. Je suis plus porté sur la réflexion collective et politique que sur les rapports individuels de la machine. Mais bon, laissons la parole. Peut-être qu'on peut donner la parole à... s'il y a des questions. Simplement une remarque sur l'autonomie. Je pense que c'est une fiction de penser qu'une machine sera autonome, parce qu'une machine, à moins qu'elle ait une entité qu'on reconnaisse en tant que personne, comme on a reconnu une entreprise, personne morale au 19e siècle, pourquoi pas une machine devienne une personne juridique, mais en tout cas, elle ne sera jamais autonome, parce qu'elle appartient a priori à quelqu'un, elle sera sous le contrôle de quelqu'un, elle produira un service pour l'intérêt d'un tiers. Donc en fait, cette fiction d'autonomie me semble un mirage. C'est-à-dire, on projette sur ce mot d'autonomie quelque chose qui n'existera jamais. D'autre part, il me semble que on oublie un peu peut-être ça repart de Marx, mais de prolétarisation. C'est-à-dire que la machine est un outil à capter la connaissance, à prolétariser, c'est-à-dire à déclasser une partie des personnes vivantes, nous, de leur capacité intellectuelle et de connaissance et de savoir-faire. Donc en gros, quelle est votre réflexion sur la machine dite autonome comme facteur de prolétarisation totale de la société? Je peux répondre sur l'autonomie. L'autonomie, d'abord, on l'a décrit sous plusieurs niveaux. Que la machine aille se rebrancher pour avoir de l'énergie, c'est une sorte d'autonomie. Donc maintenant qu'elle prenne des décisions importantes, c'est une autre morale, c'est une autre autonomie. Là où je crois que dans votre discours, il y a un petit epsilon qu'il faut réviser, c'est que la machine, elle n'est pas forcément dépendante de quelqu'un, elle peut être au bien de la communauté. Elle peut être une entité qui serait, je sais pas, je prends un bus, je vais prendre un robot de base. Il a certes des gens qui l'ont mis là, mais il est aussi au milieu d'un ensemble de gens. Je pense qu'il faut parler du collectif.
On est collectivement avec des machines, on sera collectivement avec des machines dans la société qui auront certains degrés d'autonomie qui n'ont rien à voir avec l'autonomie humaine. Encore une fois, c'est ce parallèle qu'il ne faut pas faire. Pour moi, elles auront une autonomie de décision dans un cadre très prévu, même si on travaille aussi sur la curiosité. Donc, on est capable de faire des machines en disant voilà le but final, et entre-temps, elles se trouvent ces sous-buts. Mais de là à programmer une intentionnalité pour elles, d'où viendrait-elle? Ça, il n'y a pas le conatus de Spinoza. Justement, sur ce point-là, Laurence, là, je pense que nous sommes d'accord. Il y a des degrés d'autonomie, donc on peut parler de différents niveaux d'autonomie. La raison pourquoi la machine n'est et ne sera pas une personne, c'est exactement ce que Laurence vient de dire à la fin, c'est que la machine ne définit pas ses propres finalités. Là, on peut parler d'intentionnalité, etc. C'est le programmeur qui définit les finalités, les fonctions que la machine va réaliser. Est-ce qu'on peut imaginer une machine qui elle-même déciderait des finalités, de ce qu'elle souhaiterait entre guillemets faire? Bon, c'est de la fiction aujourd'hui. Je ne crois pas, même s'il y a beaucoup de gens, surtout en Californie, vous avez parlé de Kurzweil, monsieur, qui pensent que oui, peut-être un jour, il y aura de l'intelligence artificielle générale, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, l'autonomie avec un grand A au sens d'une personne n'est pas possible parce que les finalités sont définies par l'homme. Mais cela ne supprime pas les problèmes éthiques dans l'interaction homme-machine. Parce que même si c'est un être fonctionnel, autonome, pas comme les humains, les problèmes sont toujours là. Juridiquement, l'entreprise est un être fonctionnel. Elle a un objet social. Et on reconnaît juridiquement une personnalité morale à une entreprise. Oui, mais il y a un être humain derrière qui est responsable. Il faut absolument pas tomber dans ce piège de la personnalité juridique, parce que derrière il y a le fait. Attends, on va prendre les exemples précis là-dessus. Donc, je donne une personnalité juridique à mes robots. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème de violence faite à quelqu'un, le robot doit donner de l'argent à cette personne, donner de l'argent pour ses victimes. Ça veut dire qu'il a mis un peu d'argent sur chacun de ses robots. Donc, déjà, les petites sociétés pourront pas avoir des robots. Elles n'auront pas cette capacité de mettre autant d'argent sur toutes les têtes des machines. Ça veut dire aussi que si on juge que c'est la machine qui est responsable, ira-t-on chercher pourquoi elle a bugué, pourquoi elle a fait ci? Je ne suis pas sûr. Donc c'est une protection, ça qui vient de Maître Bensousson, Alain Bensousson, qui engage tout le monde dans cette direction, qui est un grand avocat du numérique, qui est extrêmement intéressant par ailleurs. Mais sur cette voie-là, nous ne sommes pas d'accord, parce que pour moi, c'est une protection pour les grands groupes. J'ajoute une chose sur l'autonomie, et à mon avis la problématique que nous avons face à nous, c'est pas celle d'un robot autonome qui a une identité, c'est le fait qu'il y a des automatismes qui sont implémentés dans la société, si vous voulez, du contrôle ou de surveillance, et donc être contrôlé par des algorithmes qui tournent autour des machines. Ça, c'est la vraie problématique que nous avons. Et c'est une problématique très concrète et très réelle. Et pas demain, le robot qui est capable de tuer ou pas tuer selon les lois d'Asimov, etc. Alors, il y avait deux questions. Peut-être on peut les regrouper. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je vous comprends quand vous parlez d'être sur une ligne de crête entre défiance et confiance. Mais après, je me pose la question, est-ce qu'il y a une fatalité numérique? Parce que quand vous parlez des voitures autonomes, et après l'éthique serait humaine, et il va y avoir des problèmes juridiques, des problèmes de différents conflits par le développement des voitures autonomes, on ne se pose pas la question de pourquoi développer des voitures autonomes. A-t-on besoin de développer les voitures autonomes? A-t-on besoin de massifier le développement de la Smart City? Et quand Giorgio Grisotti parle des limites écologiques aussi de ces développements, évidemment, le développement avec de multiples capteurs d'une voiture autonome et tous les téraoctets de traitement dans les data centers va impliquer également de nombreux problèmes. Donc, à un moment, se poser vraiment la question du sens et pourquoi on développe telle technique. Donc, y a-t-il une fatalité numérique? On n'est pas obligé de vivre avec des robots, on n'est pas obligé d'avoir une voiture autonome. La question du choix, ouais, de la fatalité. Pendant un moment, on a cru, nous, qu'on allait être aidés par l'écologie, parce qu'on avait des problèmes pour trouver des métaux rares, etc. Or, maintenant, on en trouve dans le sous-sol, en mer.
pas dans le sous-sol, on trouve sous la mer des métaux qui manquaient, des métaux précieux pour faire ces machines. Et je crois que là, la borne n'existe plus. Et qui est en train d'investir sur tout ça? C'est tous les GAFA. Donc il n'y aura pas de problème de borner les choses de par un manque. Donc il va falloir les borner autrement. Et je suis bien d'accord avec vous qu'il y a un danger à ne pas gérer écologie et développement de l'IA en même temps. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans l'histoire des techniques, la question « a-t-on besoin de ?» n'est que métaphorique parce que le « on » n'existe pas. Alors, la petite anecdote que vous connaissez sans doute, vient un ingénieur pour voir un premier ministre d'un pays, il lui dit, écoutez, je vous apporte une innovation technologique incroyable, tout votre pays sera transformé, PIB multiplié par je ne sais pas combien, sauf que je vous demande, bon, allez, 3000 vies de vos citoyens par an. Le Premier ministre dit, mais quelle horreur, mais sortez d'ici, enfin, qu'est-ce que vous me proposez ? Alors, il vient de rejeter l'automobile, comme vous avez compris. D'accord ? Donc, la question de « a-t-on besoin » n'est pas posée, n'est jamais même posée dans ces termes-là dans l'histoire de technique, parce que tout simplement, l'agent en question, le « on », n'est pas défini. C'est un mot, mais c'est pas un agent. Oui, mais c'est la Terre qui nous pose cette limite aujourd'hui. Oui, bonjour. Voilà, je voulais réagir sur quelque chose qui m'effraie beaucoup plus que le robot qui deviendrait trop humain, mais plutôt de l'humain qui deviendrait trop robot. À l'heure où l'être humain commence à être connecté, ça m'effraie beaucoup plus. Une fois, j'ai vu une émission où quelqu'un se félicitait d'avoir une puce dans le bras qui allait pouvoir lui permettre d'entrer sans pouvoir sortir sa clé de sa poche. Et là, je reviens avec ce que disait le monsieur devant en disant à quoi ça sert ? Je veux dire, la plus grande invention qui était la clé, je veux dire, ça me suffit. Pourquoi aller plus vite ? Pourquoi aller économiser du temps pour pouvoir chercher la clé qui est dans mon sac ? Je trouve ça complètement absurde et ridicule. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, on s'aperçoit pas, mais on a aussi émis l'idée que le professionnel débordait de plus en plus dans l'espace intime et dans l'espace public. Et c'est en ça que l'on pourrait éventuellement manipuler l'être humain pour devenir à partir de ça, que l'on peut manipuler l'humain pour qu'il devienne, lui, de plus en plus robot, et ce qui nous économiserait un temps énorme, plutôt que d'essayer d'inventer des machines qui nous ressemblent, de pouvoir, faire un homme qui deviendrait une symbiose entre lui et la machine. Comme ça, et donc, pourquoi on a envie de devenir un robot ? Pour économiser du temps, pour être un bon élément de production qui irait de plus en plus vite. Et là, le problème de la vitesse est un gros problème. Et c'est à partir de cet angle-là qu'il faudrait entrevoir le côté philosophique et la maîtrise de la machine. Bon, j'arrête, je vois que... Il y a de l'impatience. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison, et j'ai été atterrée, moi, par les grands groupes, encore les GAFA, qui posent ce problème de la puce, l'implant cérébral, comme l'en parlait le docteur Laurent Alexandre, par exemple, en disant on va mettre comme ça tout le monde à égalité. Cette espèce de leurre de l'augmentation de l'humain grâce à ces puces, qui sont plus que la puce qu'on a en Suède déjà pour être reconnu lorsqu'on passe dans une entreprise, mais qui seraient des augmentations de la mémoire ou des augmentations des facultés, enfin je ne sais quoi. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et quand vous lisez encore une fois ce dernier livre que fait Stanislas Dehaene au Collège de France, il en parle sans aucune appréhension. Donc, que demain, on ait des grands scientifiques européens, on ne parle même plus que des Américains, capables de dire cela, moi, cela me terrifie. Donc je pense qu'on a besoin d'écouter des gens comme mon voisin qui va vous parler tout de suite. C'est déjà un cours quand même. Hein. Sans les pouces à la peau, c'est déjà un cours. Hein. Je disais les biohypermédias, c'est-à-dire tous les dispositifs que nous avons imaginés, toute l'histoire des Internet des objets. Donc les objets qui sont autour de nous, qui communiquent. Donc c'est déjà, il n'y a pas besoin de l'avoir sous la pouce ou dans les cerveaux. C'est déjà un cours. Les problèmes, c'est celui du contrôle politique de ça. Voilà. Je pense que vous avez doublement raison, madame. Premièrement, parce que vous parlez du double mimétisme. C'est pas seulement la machine qui imite les hommes en apprenant sur les données humaines, mais c'est l'homme, l'utilisateur qui imite la machine. Et c'est ce double mimétisme qui est fondamental pour penser l'éthique. Premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure, j'ai dit, non, c'est pas la bonne question, a-t-on besoin d'eux ? Mais quelle est la bonne question ? La bonne question, justement, et là, il faut parler non pas de Simondon, mais de Hans Jonas, est la question de la vitesse.
Est-ce qu'on va à la bonne vitesse? Je vais terminer par cette petite anecdote, parce qu'il en faut une, n'est-ce pas, toujours? Vous savez, il y avait un très grand rabbin qui disait, bon, c'est quoi finalement la faute d'Adam? Oui, on connaît le récit biblique, le mythe biblique, il a mangé du fruit, etc., etc. Mais finalement, disait ce rabbin-là, la faute d'Adam, c'était qu'il était trop pressé. Simplement une question. Vous avez posé une question. Le futur technologique est-il désirable? Vous n'avez pas répondu à la question. Par oui ou par non? Par oui ou par non, nous aimerions que vous répondiez à la question. Alors, je vais vous laisser répondre. Peut-être on peut regrouper d'autres questions aussi, comme ça, parce que là, on va être obligé, malheureusement, de bientôt clore ce débat. Peut-être si... Allez-y. En 1992, à la Villette, il y avait un robot. J'étais là avec des jeunes enfants, un jeune neveu, et il y avait des enfants autour qui regardaient ce robot, qui lui parlait, qui le touchait en 1992, et le robot a réagi et a dit aux enfants: arrêtez de me toucher comme ça avec vos petites pattes toutes sales. Bon, pour vous dire, cette expérience-là, c'était du faux, encore une fois, donc il faut faire très attention. C'était téléopéré. Donc on a vu très souvent, en fait, des robots qui arrivaient auprès du public leur parlant, et souvent à des enfants. Et je ne sais pas pourquoi, on s'amuse à faire des choses qui sont aussi ridicules que de faire croire aux gens que c'est des automatismes. Et ça n'avait rien d'intelligent, c'était quelqu'un qui était ailleurs, qui voyait par la caméra l'enfant et qui pouvait lui parler via la bouche du robot. Je peux répondre, oui. Désirable ou pas? Oui. Donc, c'est désirable. Non, on a dit que c'est pas désirable. Dans le sens que si ça continue comme ça marche pas bien. Oui, c'est désirable parce qu'il y a des jeunes, des lycéens qui ont pris conscience qu'il faut avoir moins de médiation et changer les choses. Donc, c'est dans ce sens-là. Hein. Mais autrement, si c'est par les GAFAM, comme il dit, ou disons par la gestion actuelle de la technologie telle qu'elle est faite par les systèmes mondiaux, global, non, c'est pas désirable. Toujours à propos de ce robot qui injuriait les enfants, c'est pas bien du tout ce qui s'est passé, mais c'est assez humain finalement. Vous voyez, ces injures, c'est très humain. Le problème des machines, je vous donne un autre exemple, c'est quand vous demandez à une robot, comme dans le film Ex Machina, on a parlé du film Her, dans le film Ex Machina, le geek qui est amoureux d'une robot, Ava, il lui demande, bon, si tu pouvais passer ta soirée en ville, dans une grande ville, qu'est-ce que tu ferais? Elle dit, je me mettrais à un carrefour animé pour observer les gens. Et vous voyez, ça c'est complètement inhumain. Vous ne passez pas votre soirée à un carrefour. Un être humain ne fait pas ça. Et c'est ça le problème. C'est là où il y a l'inhumain, les valeurs qui ne sont pas humaines. Donc tant que ça reste humain, bien ou mal, on sait comment s'y prendre. Mais quand ça devient inhumain, c'est là le problème. Vous voyez, on ne sait pas comment. Moi, je pense qu'il faut, pour répondre à cette question, il faut qu'on éduque nos enfants dès la maternelle à faire des petits robots, pour déjà ils ne soient pas bluffés par cette technologie, et que quand il y a des choses surprenantes qui se passent, ils se posent des questions. On va peut-être augmenter notre non-paresse, nous obliger en tout cas à regarder les choses autrement, parce qu'on est entouré de fake news, de fake empathie, de choses qui arrivent de plus en plus, dont il va falloir se méfier. Donc la peur, c'est pas bien, mais si c'est la peur pour nous engager à être plus vigilants, à réfléchir plus, à lire plus, c'est bien. Peut-être une toute dernière salle de questions, on peut en regrouper une ou deux. S'il vous plaît, ce qui me préoccupe dans le court terme et de façon très concrète, c'est l'application de tous les écosystèmes dont vous parlez, au monde militaire, aux machines de guerre, la création d'automates qui seraient capables de décider autonomement les règles d'engagement, qui ne respecteraient pas une certaine éthique militaire qui existe, etc. Donc, dans le court terme, vous avez parlé de DARPA avant. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Parce que ça me préoccupe, même en termes politiques, dans le sens où ça changerait des rapports de force, ça incrémenterait l'asymétrie de la guerre, comme on l'a vu, etc. On va revenir à des guerres froides, on l'a vu avec la bombe atomique. On a eu bien pire dans les mains des décideurs, si vous voulez. La bombe atomique, je peux faire disparaître de la carte rapidement. C'est encore plus que la robotique ou tous ces trucs-là. Donc c'est une guerre froide, ça va être...
Alors, pour vous donner un exemple quand même, à part les robots d'ARPA qui savent monter des trucs mais qui sont pas intelligents, en général, ce que savent faire les robots, surtout, c'est du travail sur les données écrites ou machin, mais ils savent pas très bien se débrouiller encore pour aller n'importe où, se promener. Alors c'est plus ou moins vrai parce qu'on fait des essaims de robots aussi qui sont assez malins pour aller regarder ce qui se passe dans les centrales nucléaires, aller dans des endroits qui sont difficiles d'accès pour nous. À Fukushima, on a vu ça. On a déjà vécu ces moments sur la guerre froide. Je pense qu'on va revenir à des équilibres comme ça, de tension entre les différents écosystèmes politiques qui sont là. Pardon, le mot-clé sur les questions militaires, celui d'équilibre. Vous savez, quand les avions sont apparus il y a un siècle, les gens ne savaient pas comment se défendre contre ces avions-là. Et puis, on a inventé des systèmes de défense. Et donc, ça donne un certain équilibre militaire. Bon, il y a des armes et puis il y a des contre-armes. Avec les drones, avec ces nouveaux systèmes, l'équilibre n'est pas encore atteint. On n'est pas encore là. Donc justement, ça nous donne très peur parce que on ne sait pas encore quel sera ce chemin vers l'équilibre. Mais il y a plein de pays qui y travaillent, et surtout, et d'abord la Chine, bien sûr. Allez, dernière question. Oui, juste d'abord une remarque. Je pense que je suis peut-être pas un humain, mais j'adore me mettre à une terrasse pour regarder ce qui se passe dans un carrefour. Ma question, elle est un peu différente. On a parlé en fait des machines, mais il y a une méga machine aujourd'hui. Et la méga machine, elle se voit surtout au travers des méga pouvoirs qui vont avec. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelles sont les méga résistances que cette machine-là met en place. Le futur, c'est toujours des histoires de combat entre des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Faites référence aux GAFA, à Google, Amazon. Oui, c'est ça, à tout ce qui se met en place. Tout ce que vous avez décrit depuis le début est descendant, pouvoir, quelles vont être les nouvelles résistances et les méga-résistances que, y compris, la machine permet. Ben, elles se dessinent, je crois, les méga-résistances. Alors, elles ne se dessinent pas encore très clairement, mais je crois que il y a une série d'événements qui nous font penser à une prise de conscience là-dessus. Il y a déjà une prise de conscience, même ici en France, par rapport au rôle des médias. Je crois qu'il y a une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, on est allé au-delà de ce qui a été les rôles de technologie dans les printemps arabes. Les jeunes, ils peuvent faire des groupes sur Facebook, mais ils sont dans la rue aujourd'hui. Et je crois qu'il y a cette prise de conscience et un acte. Alors, c'est difficile d'arriver à des résistances qui s'organisent à niveau global. Moi, je trouve les jeunes pour l'écologie aujourd'hui, pour le climat, et aussi les grands mouvements des femmes, qui est un mouvement mondial aussi, qui est global. Aujourd'hui, face à ce contrôle global, il faut des résistances globales et c'est pas simple, il faudra beaucoup de temps, je ne sais pas si on l'aura. Laurence, peut-être le mot de la fin. Sur la méga machine qui sont les GAFA, c'est ça ce que vous disiez? La gouvernance. Quelle méga résistance? Oui, d'abord ils sont pas qu'un, ils sont plusieurs. Donc moi j'ai été surprise par exemple, pour vous donner un peu d'espoir, que cette loi passe en Californie, obligeant que les concepteurs de ces machines disent que c'est une machine et pas un humain. Alors qu'on a vu le Google Home qui allait vers cette mystification. Au contraire, il voulait que, je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote, un système appelle quelqu'un pour demander de faire une pizza et c'est pas un humain qui parle, c'est la machine. Et personne s'en rend compte. Donc, c'est le premier niveau de se rendre compte qu'on est en train de parler à une machine est important, je pense. Nous, dans la CERNA, on a écrit beaucoup de rapports et c'était une des préconisations que l'on donnait. On disait, attention, si on veut qu'il y ait cette confusion, dans quel cadre ce sera fait, pourquoi, et sinon, dans la société en général, il ne faut pas qu'il y ait ça. Il ne faut pas qu'il y ait ce brouillage de frontières entre une imitation parfaite et de l'humain et de l'inhumain. Or, la première loi qui arrive pour dire non, c'est en Californie. Or, qui est en Californie? Tous les GAFA. Et qui est en premier en Californie? Google. Je pense que Google a fait un pic qui a dérangé tous les autres. Et je ne sais pas pourquoi. J'essaie d'enquêter pour savoir comment c'est né et comment ça arrive en Californie. Donc ce petit
espoir. Je continue à travailler avec des chercheurs américains et mondiaux dans I3E, c'est une société savante mondiale sur le numérique et les technologies, et j'anime un groupe sur la manipulation de ces machines avec des chercheurs du monde entier pour essayer de comprendre, et on va travailler sur cette loi en se disant, est-ce qu'on peut aller plus loin pour justement empêcher certaines manipulations, c'est-à-dire demander une transparence. Si c'est arrivé là, en Californie, ça peut arriver ailleurs. Alors, Giorgio, en Chine, espérons. En Chine, parce qu'en Chine, en réalité, ils sont en train de mettre en route le système de contrôle social, la SAS, n'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est là qu'il faut s'attendre, et c'est là qu'on faut espérer qu'il y ait quelque part un refus généralisé de ce qui est en train, parce que c'est un peu la pointe avancée du contrôle social aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce qui fait que les gens prennent plus l'avion, et que des jeunes gens peuvent plus aller étudier. Ils ont eu un concours, par exemple, et leur papa n'a pas payé la dernière taxe, machin, et on les raye de l'université. Quel progrès social. En mot de fin, je voudrais juste revenir à la question de la vitesse et montrer combien c'est pas évident le problème de la vitesse. Laurence, tu as dit transparence, mais en fait, parfois, ça va à l'encontre du problème de la vitesse. Il y a quelques semaines, une société californienne a créé un agent conversationnel tellement puissant qu'il imite parfaitement bien la parole humaine. Et donc, si le code avait été rendu transparent, ils se sont dit, quelqu'un aurait pu l'utiliser pour, par exemple, faire des campagnes publicitaires ou écrire des recensions fausses, automatiques, où il n'y a pas d'humain derrière. Et donc, ils ont réduit la transparence pendant 6 mois en disant, écoutez, voilà, on se donne 6 mois, on ne rend pas le code transparent, open source, pour se donner le temps de voir si on peut atteindre l'équilibre, si on peut développer d'autres types de contraintes. Donc, le problème de la vitesse, parfois, appelle non pas à la transparence, mais à la limitation de transparence. Et donc, vous voyez, derrière, ce n'est pas seulement un paysage de bonnes valeurs qu'il faut respecter toutes, mais ce sont des conflits de valeurs très fondamentaux. Et c'est ça le problème. Oui, quand même, un petit bémol sur ce que tu as dit. La transparence, c'est pas l'open source. C'est ce que poussent tous les GAFA en disant on est transparent, regardez, on met tout en libre. C'est faux. Quand je fais un système en deep learning ou je fais un système d'apprentissage machine, j'ai besoin de données, d'étiqueter correctement, j'ai besoin d'algorithmes et de librairies qui sont sur open source, par exemple, et j'ai besoin de tout un tas de savoir-faire qui sont de l'optimisation de ces systèmes qui sont donnés nulle part. Donc autant vous dire que si vous voulez refaire le même système que Google ou Facebook utilisent pour certaines tâches, c'est quasiment impossible. Même pour les chercheurs, quand on a les publications détaillées de tout, on n'a pas tout. Et on se bat, et j'ai des étudiants qui sont furieux parce que sous prétexte de transparence, et même ils utilisent les outils de Facebook, mais ils ne sont pas du tout capables de refaire les mêmes choses que ce que font Facebook. Et là, il y a tricherie. Bon, ce sera le mot de la fin, parce qu'on a pris pas mal de retard. Merci à vous, merci à nos 3 invités pour ce débat. J'espère qu'on a ouvert des perspectives aussi un peu désirables.